Il est 8h34, Ségolène Royal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes hostile à la réforme des retraites? Vous demandez son retrait ou pas? Bien sûr, j'ai demandé son retrait il y a déjà maintenant quelques semaines, puisque nous sommes au 30e jour de grève. Et je considère, et pas moi seulement, d'ailleurs les Français considèrent qu'une réforme de cette importance doit se faire dans un consensus minimal. Je pense que la France a été secouée maintenant depuis plusieurs années. Il y a eu une année de gilets jaunes que le gouvernement n'a pas su résoudre. Et il recommence la même erreur. C'est-à-dire que les gilets jaunes, en 48 heures, ça pouvait être réglé avec le retrait de la taxe carbone, qui était une taxe injuste et provocatrice. Et aujourd'hui, le gouvernement rechigne à retirer une réforme, alors qu'il voit bien que cette réforme est incomprise, qu'il y a une pagaille maintenant dans le pays. Moi, j'aime pas la pagaille, hein, vous me connaissez. Hein. Et je considère qu'il est possible de réformer un pays dans le calme. Qui est responsable de la pagaille? Mais c'est le gouvernement qui est responsable de la pagaille. Pourquoi ? Parce que la responsabilité gouvernementale et présidentielle, c'est de réformer le pays dans le calme et dans un consensus démocratique et en sachant exactement ce qu'il veut faire. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, on ne sait même pas qui sont les gagnants et les perdants de cette réforme. Je suis ni d'accord ni pas d'accord. C'est une question de constat. Ouais. On ne sait même pas qui sont les gagnants et les perdants de cette réforme. Donc ça prouve bien qu'il y a un vrai problème. Et par ailleurs, il y a un vrai problème de confiance. Pourquoi il y a un problème de confiance? Parce qu'il y a un écart entre les mots et les actes. Et quand il y a un écart entre les mots et les actes, alors il y a un grave problème de confiance dans le pays. Bon, Ségolène Royal, lors de ses vœux, Emmanuel Macron a invité le gouvernement et les syndicats à trouver la voie d'un compromis rapide. Possible ce compromis rapide ou pas, selon vous, aujourd'hui, là? Déjà, il y a un paradoxe, puisque nous sommes au 30e jour de grève, c'est-à-dire plus long que pendant les réformes Juppé, qui portaient d'ailleurs, il y a 20 ans, sur le même sujet. Et donc, c'est le plus gros conflit social. Si on ajoute en plus l'année de conflit avec les Gilets jaunes, et avant les années de grève, les mois de grève à cause de la réforme de la SNCF, et pour être juste, l'année d'avant, les grèves à cause de la réforme de la loi El Khomri et la fusion des régions. Oui, mais vaut ne pas réformer, quoi, si je comprends bien, en France. Si, au contraire. Mais la réforme pour la réforme, ça n'a jamais donné rien de bon. En revanche, la réforme, elle se fait avec l'accord des citoyens. Vous vous rendez compte qu'une réforme comme la retraite, ça touche quand même tout le monde. Et paradoxalement, le président de la République a trouvé des mots qui allaient dans le bon sens. Dans ses vœux, il y avait quoi? Il y avait le mot apaisement, il y avait le mot consensus rapide, et puis il y avait l'idée, au fond, qu'il fallait remettre le pays en mouvement. Mais dans la réalité, tout le monde attendait à ce qu'il y ait une suspension de la réforme, puisque l'Élysée communiquait depuis 2-3 jours sur il va y avoir un discours d'apaisement. Il n'y a pas eu de discours d'apaisement, puisqu'au contraire, il y a eu tout simplement la même déclaration sur on va aller jusqu'au bout. Mais qu'est-ce que c'est que cette philosophie de la gouvernance qui consiste à dire, une fois qu'on a décidé quelque chose, même si c'est mauvais, même si ça se passe pas mal, on continue comme si de rien n'était. C'est un jugement que vous portez avant même que la réforme ne soit appliquée. Mais qui sait si c'est mauvais ou pas mauvais? Vous le dites vous-même, Ségolène Royal. Moi, je regarde ce que dit le président de la République. Il dit peut-être un compromis rapide. Est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui pour sortir de la crise? Ou est-ce qu'il n'y en a pas du tout? Je sais pas, la pénibilité, des discussions autour de l'âge pivot. Est-ce qu'il y a des solutions pour sortir de la crise? Ou est-ce que la seule solution, c'est le retrait de la réforme? Et on ne discute plus sur la réforme des retraites. Si, on peut discuter sur la réforme des retraites. Il faut une réforme ou pas? Mais pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas? Oui ou non? Mais si on veut rendre un système de retraite plus sécurisant, peut-être plus juste, peut-être qu'il y avait effectivement sur certains régimes spéciaux des réformes à faire, mais prenons les problèmes. Mais les régimes spéciaux, on les garde ou pas? Ça dépend lesquels. Il y a des régimes spéciaux qui sont justifiés. La preuve, c'est que le gouvernement a déjà lâché sur plusieurs régimes spéciaux. Ça prouve qu'ils étaient justifiés. À la SNCF, à la RATP par exemple, est-ce que c'est justifié ou pas, Ségolène Royal? Mais c'est déjà la fin des régimes spéciaux. Vous savez que depuis le 1er janvier, les recrutements des cheminots ne se font pas sur l'ancien statut. Donc pourquoi cibler certains régimes spéciaux qui sont parfois l'héritage de l'histoire, parfois l'héritage parfois la traduction de la pénibilité, et ne pas parler d'autres régimes spéciaux? Pourquoi est-ce qu'on ne supprime pas les retraites chapeau, par exemple? C'est un régime spécial, ça. Tiens, les retraites chapeau, vous en parlez à propos d'Emmanuel Macron.
J'ai aussi. vu ça, j'ai vu un tweet. Mais oui, pourquoi dimanche. Mais oui, pourquoi Oui, parce que ça, c'est un régime spécial, les retraites chapeau. Oui. On apprend hier, la semaine dernière, dans la publication, le journal Le Point, pour ne pas le citer, le patron de Carrefour part avec 9 millions d'euros. Le patron d'Airbus va avoir une retraite en plus, une retraite chapeau, Oui. c'est-à-dire en plus de sa retraite, de 1,3 million d'euros par an, 100 000 euros par mois. C'est pas des régimes spéciaux, ça? Non, mais donc d'accord, avant de s'en prendre aux petits et aux moyens. La politique depuis de nombreuses années, Ségolène Royal. J'ai jamais vous avez participé à de nombreux gouvernements qui n'ont jamais remis en cause ces régimes-là. J'ai jamais prôné la baisse de la protection sociale, jamais. Et quant à la pénibilité, arrêtons-nous un instant sur ce sujet, parce que ça devient la solution miracle. Mais comment est-ce qu'il peut y avoir une confiance, ou alors il faut vraiment des gestes de confiance de ce gouvernement, parce que la première chose qu'ils ont fait, avec les ordonnances, en juillet 2017, ils ont supprimé le mot même de pénibilité, puisqu'aujourd'hui, le compte pénibilité, souvenez-vous de la déclaration d'Emmanuel Macron, oh non, le travail, c'est pas pénible, je n'aime pas ce mot, supprimons la pénibilité. Mais c'est pas en supprimant le mot pénibilité que vous supprimez la dureté au travail. Et aujourd'hui, le compte pénibilité, il s'appelle le compte prévisionnel de prévention. Plus personne ne comprend rien. Ensuite, il a supprimé les cotisations pénibilité des employeurs. C'est-à-dire que les cadeaux qui ont été faits au système financier et aux grandes entreprises, ça a été la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune financière, avec la bourse aujourd'hui, vous avez vu qu'il termine à des sommets, c'est-à-dire que le rendement de cet impôt aurait peut-être suffi, par exemple, pour régler le problème de l'hôpital public. C'est ça une société, c'est une société solidaire. Donc il y a eu la suppression de la pénibilité et au passage la suppression de 4 critères de pénibilité sur les 10 critères. Sur les 10, sur les 10, les charges lourdes. Il faut les rétablir, c'est il faut les rétablir. Mais ce qui est scandaleux déjà, c'est de les avoir supprimés. Bien sûr qu'il faut les rétablir. Mais donc, vous voyez, le problème de confiance et de crédibilité quand ce gouvernement a supprimé la pénibilité pour l'exposition aux substances chimiques. Ça, c'est le lobby des pesticides. C'est Lubrizol, c'est Monsanto. La suppression des charges lourdes. La suppression des postures pénibles. Ça, c'est pour les femmes qui sont à la caisse ou pour les aides-soignantes qui sont dans les hôpitaux. La suppression d'exposition aux vibrations. Ça, c'est le lobby du bâtiment. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, après avoir supprimé ça, on peut avoir confiance? Donc si l'on veut rétablir la confiance, et si l'on veut faire des réformes sécurisantes sur le dispositif des systèmes de retraite, premièrement, c'est de ne pas tout chambouler. Quand on veut tout chambouler, quand on veut tout casser, quand on se croit plus intelligent que tout le monde, tout seul, par rapport aux millions de gens, il y a quelque chose qui va pas. Mais dites-moi, puisque vous êtes très sévère avec Emmanuel Macron, je vais vous poser une question simple. Oui. C'est un mauvais président, Emmanuel Macron? Non, mais c'est pas le sujet. Non, mais je sujet. veux pas personnaliser. Vous êtes déçu? Déçu Ah, ben sur ces... Est-ce que vous êtes déçu par la présidence d'Emmanuel Macron? La vraie question dans une démocratie, c'est de savoir si on a voté pour le matraquage sur le système de protection sociale, l'abaissement de la protection sociale. Macron. Oui, mais j'ai pas voté. Et tous les Français, tous les citoyens qui ont voté pour Emmanuel Macron n'ont pas voté pour casser le système de retraite, pour casser l'hôpital public, Vous pour pensez casser l'école publique. Emmanuel Macron veut casser l'hôpital public, veut casser le système de retraite, veut casser la protection sociale, si j'ai bien compris des Français. Oui, je pense et en plus, les régressions dans le domaine écologique et dans le domaine environnemental. C'est qu'aujourd'hui, il y a 2 dégradations en France. Il y a la dégradation de la protection sociale et des services publics pour des raisons idéologiques dont le gouvernement ne se cache pas. Il pense que le privé est mieux géré que le public, mais c'est faux. Le privé n'est pas mieux géré que le public. Et le système. Et pourquoi est-ce que les Français aujourd'hui ont peur et se mettent en mouvement? C'est parce que ils ont peur de la disparition du modèle social français, qui est un trésor. C'est un trésor, le modèle social français. Qui coûte une fortune, hein? Pas du tout. Ah non, pas du tout. Beaucoup moins que ne coûtent certaines protections privées. Qui fonctionnent parfois de moins en moins bien. Mais pas du tout. De même, mais regardez tous les économistes. Tout dépend des enquêtes internationales. Tous les économistes depuis le début de ce conflit sur les retraites ont clairement mis en évidence que le système de retraite aujourd'hui n'est pas déficitaire. Il n'est pas déficitaire. Aujourd'hui. Il n'est pas déficitaire. En 2025, la prévision, c'est de 7 milliards. C'est-à-dire, c'est l'épaisseur du trait sur l'erreur de prévision, sur 320 milliards dans le système de retraite. Donc aujourd'hui, le système de retraite n'est pas menacé. Donc pourquoi
fragilisé, Alors pourquoi? insécurisé. Je vous pose la question. Pourquoi, selon vous? Pour privatiser. Pour privatiser. Mais bien sûr. Pour vous, c'est clair. Mais bien sûr. Mais quelle est l'autre explication? Pourquoi est-ce qu'on va C'est-à-dire chambouler? privatiser, c'est-à-dire abandonner le système par répartition et le transformer en un système par capitalisation. Oui, en partie. Vous pensez malgré cela? les dénégations. Pourquoi? Parce que quand on a peur. Et aujourd'hui, on fait peur aux gens, on leur dit votre retraite, c'est pas garanti. On fait un système par points, mais on sait très bien que le point, il suffira de modifier la valeur du point pour que le niveau des retraites baisse. On invente un système dit âge pivot, mais pour parler clair, pour que tous les gens comprennent, ça veut dire quoi l'âge pivot? Ça veut dire baisser les retraites, puisque les retraites l'âge limite va passer de 62 à 64 ans. Donc sauf qu'aujourd'hui, dans le privé, on prend sa retraite à un peu plus de 63 ans. Déjà. Oui, mais avec une surcote. Avec une retraite. Oui, mais avec une surcote. Oui. Mais... Donc le droit de prendre sa retraite à 62 ans, on agite des peurs puisqu'on invente cet âge pivot à 64 ans, alors que le système n'est pas déficitaire et alors que déjà à l'âge de 62 ans, il y a 7 salariés sur 10 qui n'ont plus de travail. Donc travaillons plutôt à ce qu'on appelle l'employabilité des salariés de 60 ans, leur redonner des formations professionnelles, les sécuriser dans l'entreprise comme ça se fait dans les pays du Nord de l'Europe. Et on aura des cotisations. C'est aussi en luttant contre le chômage qu'on aura des cotisations. Vous voyez, on parle toujours du côté dépenses, jamais du côté recettes. Mais il y a d'autres façons de réformer un pays, je vous le garantis. Il y a des façons paisibles, intelligence, de construction collective pour réformer un pays, surtout sur les retraites qui sont le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et on n'a pas le droit, dans un monde en plus incertain, de bousculer, d'insécuriser les Français. Au contraire, une nation forte, c'est une nation qui sécurise ses citoyens. Parce que des citoyens sécurisés, ils vont être motivés dans leur travail. Vous dites, si j'ai bien compris, le pouvoir, Emmanuel Macron veut privatiser le système de retraite, la retraite par capitalisation. Vous connaissez Jean-François Cirelli? Vous connaissez Jean-François? Regardez les publicités en ce moment partout, des fonds de pension privés, des systèmes de retraite privés. Parce que les gens vont avoir peur, on va leur dire vous avez peur? Mais c'est embêtant. Hein. Et puis vos enfants, si vous voulez que vos enfants aient quelque chose, il faut leur prendre des assurances privées, il faut leur prendre des systèmes de retraite privés. Mais ce débat a-t-il lieu d'être? Et les banques sont en attente, c'est toujours le même système. Ceux qui ont beaucoup n'en ont jamais assez. Voilà. Vous savez que Ceux 7 qui ont Français beaucoup sur 10 épargnent aujourd'hui. Ségolène Royal, 7 Français sur 10 épargnent aujourd'hui. Ça vous surprend? Donc ils ont les moyens d'épargner. Vous savez combien ils épargnent en moyenne? 15% de leurs revenus. Oui. Aujourd'hui. Et alors? Donc, qui s'en fâchent le libre choix. Et ils épargnent où? Ils épargnent où? Ils épargnent dans quoi? Selon ils prennent vous, des assurances vie, ils essayent d'accéder à la propriété de leur logement. Mais d'ailleurs, on a battu des records dans la transaction immobilière sur l'ancien au mois de mais c'est important ce que vous dites, c'est-à-dire que quand on parle des retraites, il faut aussi parler des prix, il faut aussi parler des prix des impôts et du bon fonctionnement des services publics. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, le mouvement des Gilets jaunes, il est né de femmes avec des petites retraites parce qu'elles n'arrivaient plus à faire face à la fin du mois. C'est-à-dire, ce qui compte dans une retraite, c'est le reste à vivre. Et ce que voient les Français, avec les retraites moyennes et les retraites petites, c'est qu'à la fin du mois, le reste à vivre diminue. Pourquoi le reste à vivre diminue? Parce que la hausse des prix n'est plus contrôlée, notamment du prix de l'énergie, comme moi je l'avais fait, j'avais bloqué, parce que les gens ont peur que le service public se dégrade, et en particulier le service public de la santé, et parce qu'il y a trop d'impôts. Vous avez bien connu Jean-François Cirelli, évidemment. Bien connu. Bien connu, vous l'avez fréquenté, il dirigeait Gaz de France. Jean-François Cirelli. Je regrette d'être prise à partie dans une polémique infondée, dit-il. Elle est infondée, la polémique, à la fois sur sa Légion d'honneur. En fait, il est monté en grade, à Légion d'honneur, et en même temps sur le rôle de BlackRock. Oui, parce que BlackRock, c'est quoi BlackRock? BlackRock, c'est une antenne française. Ce n'est pas un fonds de pension. Hein. Non, c'est un fonds de placement de 6 000 milliards d'euros, un fonds de placement américain. Qui ne distribue aucun produit d'épargne. Si. Parce que ses clients sont les banques et les assurances. Donc, entre autres. C'est McDonald's, entre autres. Mais les banques et les assurances ont envie de distribuer des produits d'épargne pour gagner plus d'argent. C'est logique. Et donc, BlackRock est en effet, comme vous le savez, puisque des notes ont été publiées, et c'est lui qui a, parmi d'autres, qui a recommandé le passage de un système de retraite par répartition où il y a une solidarité entre les générations, un système de retraite par points qui est très fragilisant, puisque le point peut bouger à tout moment, donc le niveau de retraite baisser. Et puis c'est un repli sur soi, c'est-à-dire chacun se débrouille.
il peut y avoir au départ, il pouvait y avoir de bonnes intentions dans le système à points. Mais quand on voit les résultats, par exemple en Suède, où les gens sont très déçus, et quand on voit que le processus n'est pas maîtrisé par rapport au niveau des retraites, en un mot, si on a un peu de bon sens, hein, pourquoi casser ce qui marche? Pourquoi casser ce qui marche? C'est important ça comme question dans un pays. Très bien. Vous êtes ambassadrice des pôles. 2 députés, l'un UDI, l'autre de La République En Marche, souhaitent vous interroger sur votre mission. Un autre député, Régis Juanico, souhaite en savoir plus sur les ambassadeurs thématiques. Vous en faites partie. Il y en a 21 en France. Vous allez répondre à l'Assemblée? Mais pour l'instant, pour l'instant, c'est un effet de communication. Je me suis demandé quand j'ai reçu, quand j'ai vu dans la presse. Vous avez reçu quelque chose ou pas? Non, rien du tout. Mais quand j'ai vu dans la presse cette polémique, cette boule puante, le jour de Noël, et tout le monde a repris sans même vérifier. C'est-à-dire que pour que 2 députés lancent le jour de Noël une convocation, vous voyez, avec ce mot un peu infâme, convocation, Ségolène Royal, qu'est-ce qu'elle a fait, etc. Moi, je reçois des appels d'amis, etc. Ils me disent, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es convoqué? Je dis, convoqué où? Puisque l'Assemblée n'était même pas réunie, d'accord? Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va chercher pour me faire taire? On va chercher, est-ce que vous faites de l'argent? 100 000 euros par an, c'est ça? Mais non, mais absolument. De frais. Vous ne touchez rien, vous êtes bénévole. 3 collaborateurs, 100 000 euros par an. C'est vrai ou faux? Mais c'est faux. C'est faux. Mais bien sûr. Pas de collaborateurs? Mais si, mais j'ai des 3 collaborateurs. Oui, mais qui travailleraient peut-être à autre chose qu'à, je ne sais pas, défendre les positions françaises sur les... J'ai répondu à toutes ces questions. Et voyez le fait même qu'au bout d'un mois de polémique, vous me reposiez la question. Alors que je vous parle... Ça me paraît complètement normal, Ségolène Royal. Ça, j'ai le droit et je le garderai. Oui, mais vous voyez, même à celle auquel j'ai répondu, même à celle auquel... Est-ce que vous touchez des frais pour la rémunération pour votre mission? Non. Rien du tout, pas un centime? Non, moi, si je touche des frais... Vous n'avez pas de frais pour votre mission? Les frais sont remboursés par le contrôleur financier. Quand je me déplace dans les pôles... C'est 100 000 euros de frais par an, c'est ça, hein? Oui, ça c'est une marge maximale. Comme c'est le cas dans tous les fonctionnements. Mais il y a un contrôleur financier qui ne rembourse que ce qui est lié par rapport aux frais. Mais vous voyez cette polémique qui m'est faite, alors que j'ai répondu 1000 fois à ces questions-là. C'est pas anodin. C'est parce que pendant que je vous réponds... Parce qu'on vous fait faire taire? On veut vous faire taire? Oui. Je pense, j'attends le procès. Qui veut vous faire taire? Mais qui vous en veut? Parce que, regardez, j'ai une voix qui porte, parce que j'ai l'expérience, parce que je dis des choses, parce que j'ai le courage de parler. Parce que vous êtes dangereuse pour la prochaine présidentielle? Parce que je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas, peut-être. Peut-être. Je sais que vous avez des intentions, mais on en avait parlé ici d'ailleurs. Pas forcément, qu'on avait soulevé un peu le lièvre, si je puis dire. En tout cas, ce qui serait grave, c'est qu'il n'y ait pas de possibilité de libre choix entre le schéma qu'on nous annonce plié, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et ça, c'est pas un fonctionnement démocratique. Et je vois aussi que des voix s'élèvent dans la droite républicaine pour dire la même chose, et ils ont raison. C'est-à-dire qu'un choix démocratique, il doit être beaucoup plus varié. Et on ne va pas reproduire ce système, parce que c'est un système dangereux, si les Français n'ont pas ce libre choix politique au moment des grandes échéances. En effet, ce serait dangereux. Mais quand même, Ségolène Royal, il y a eu aussi débat, vous allez préciser les choses. Juillet 2018, aller-retour en Islande, on est bien d'accord? Dans la journée, on est bien d'accord? Avion privé? Inauguration? Avion d'une entreprise française. Avion privé d'une entreprise française. Inauguration d'un bateau d'une entreprise privée. Non, oui, mais d'un fleuron français. Mais d'accord, mais heureusement que les... Non, mais avion privé, ça veut dire ne pas payer par le contribuable. C'est la moindre des choses que l'entreprise qui fait une inauguration... Est-ce qu'on est payé pour cela? Absolument pas. Mais pour qui vous je vous pose la question parce que je veux que les choses soient mises au clair. Mais vous voyez la mécanique. Écoutez, soit les gens ont des choses à se reprocher. Vous voyez, il y a 12 ministres qui ont démissionné du gouvernement. 12 ministres. Ça vous choque, ça vous choque pas de prendre un avion privé pour aller inaugurer un bateau, même si c'est l'entreprise qui paie? Mais non, parce que c'est une entreprise qui crée des... Heureusement, il y a beaucoup de ministres qui vont inaugurer des entreprises françaises qui sont des fleurons internationaux. Et heureusement que c'est l'entreprise qui paye. Et d'ailleurs, il y avait les ministres islandais qui étaient là, il y avait l'ambassadeur de France qui était là, c'est une inauguration officielle. Alors vous voyez l'insinuation. On a insinué... Je vous pose la question, moi. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai pas fait de tourisme parce que je suis parti le matin, je suis rentré le soir. Donc je paye de ma personne pour encourager les entreprises. Vous allez vous investir pour les municipales, je crois.
Oui, comme je l'ai dit, je vais soutenir des candidats et des candidates qui représentent une application sur le terrain de la conférence de Paris sur le climat. Je vais me déplacer en tant que présidente de la COP 21. Alors, qui? Et Où allez-vous? Pour donner un label. Où allez-vous aller? Alors, je vais commencer par Toulouse. Oui. Voilà, je vais aller soutenir Nadia Pellefig et avant je vais aux alentours de Toulouse, aller aussi dans une ville périphérique, à Muret, parce que c'est important de ne pas aller que dans les grandes villes. Et j'ai pu constater en tant que ministre de l'Environnement, avec la création des territoires énergie positive, que les communes, y compris les communes rurales, y compris les communes défavorisées, avaient fait un gros travail de transition énergétique, outil malheureusement qui a été supprimé par l'actuel gouvernement. Et donc quand je serai sollicitée pour soutenir cette dynamique, parce que s'il y a un recul sur la protection de l'écologie au niveau national, comme vous le voyez, alors il faut que les territoires soient beaucoup plus offensifs, parce qu'il faut qu'au bout du compte, on puisse protéger la planète pour l'avenir de nos enfants. Et s'il y a quelque chose à citer par rapport aux enfants, c'est pas sur les systèmes, en fragilisant les systèmes de retraite qu'on va sécuriser les enfants. Au contraire, le vrai défi, c'est le défi climatique, parce que c'est aussi en investissant dans la croissance verte qu'on peut créer des activités et des emplois, et notamment avec le chantier considérable des économies d'énergie. Vous voyez, et la dynamique, elle va repartir des territoires, puisque au niveau national, malheureusement, il y a des reculs. Donc, je vais soutenir Nadia Pellefig. Bon, samedi 11, exactement. Samedi 11, bon, très bien. Ségolène Royal, j'ai une dernière question concernant l'affaire entre Gabriel Masneff et son accusatrice. Ouais. Dites-moi, il se défend dans l'Express, il s'adresse à l'auteur du roman qu'il avait séduit alors qu'elle n'avait que 14 ans. Je ne mérite pas l'affreux portrait que tu publies de moi. Comment regardez-vous cette affaire? Quel commentaire faites-vous? Je trouve ça indigne qu'il puisse encore s'exprimer, qu'il puisse encore parler, qu'il puisse encore instrumentaliser cet enfant, parce qu'à 14 ans, 13 ans, 14 ans, on est un enfant, et cette pédophilie abominable qui a bénéficié pendant trop longtemps d'une complaisance dans ce milieu-là. Complaisance de qui? Du milieu littéraire, mais du milieu politique aussi. Vous avez revisionné le numéro d'apostrophe, là où tout le monde ricane sur le plateau, sauf une femme, sauf une auteure canadienne. Denise Bombardier, qui se révolte et qui lui dit « Monsieur, vous êtes un criminel ». Et quand j'étais ministre de l'Éducation, vous savez, ça m'a rappelé cette période de souffrance, parce que j'ai fait les premières instructions contre la pédophilie dans le milieu scolaire. C'était un tabou. Avant, on mutait discrètement les pédophiles, si possible dans les Outre-mer. Comme ça, c'était loin, on n'entendait plus parler. Et la première instruction que j'ai dit, que vous avez une obligation de signalement lorsqu'il y a des abus sexuels et des pédophiles dans le système scolaire, ça a été très difficile, très, très difficile. J'ai même subi un certain nombre de menaces. Et j'ai vu la chape de plomb qui était sur ce... Alors, quand il y avait des suicides d'enfants, personne ne s'en occupait. Et quand un pédophile était identifié et qu'il mettait fin à ses jours, là, ça faisait un scandale. Mais tous les enfants qui sont morts, qui se sont pendus, ça, personne n'en parlait. Donc, il est temps de rétablir les choses et de dire les mots justes sur les faits, en disant que la pédophilie est un crime et qu'à 14 ans, on ne peut pas considérer qu'une enfant est consentante. Il est 8h57. Merci Ségolène Royal d'être venue nous voir ce matin sur RMC BFM TV.